Palais.com. Alors que la lutte prend une sorte d'allure idéologique, c'est la meilleure façon pour ne pas laisser parler la vérité des urnes. Des communiqués de certains secteurs qu'on voit de plus en plus s'écarter de l'aspect technique de la mission d'observateur qu'ils s'étaient jusqu'à présent assignés pour se faire accusateurs à leur tour. Les voici qui, comme n'importe quel allié du candidat donné en tête par les résultats préliminaires Jovenel Moïse, 55,6% des voix, se mettent à accuser eux aussi le camp de la contestation d'être de mauvaise foi, affirmant péremptoirement que selon leurs propres observations et leurs observations propres, sans aucun doute, il n'y a pas eu de fraude dans le dépouillement des votes du 20 novembre 2016. Sont-ce vraiment des alliés du candidat PHTK ou ces supports de la dernière heure défendent-ils une autre cause, disons idéologique, c'est-à-dire des intérêts qui ne sont pas liés forcément à la personne du candidat en question, mais plutôt à ceux qu'il représente sur l'échiquier, plus à droite que le contraire, et plutôt sur l'échiquier international, car chez nous, ces lignes de division n'ont aucune consistance propre depuis longtemps. En effet, il serait difficile de considérer l'alliance entre les trois candidats, Famille Lavalas, Petite Dessalines et La Paix, Maryse Narcisse, Moïse Jean-Charles et Jude Célestin, pour contester l'avance, il est vrai inouïe, de leur rival, comme un front uni de la gauche. Il faudrait, pour le déduire, beaucoup de mauvaise foi. Mais on n'en est plus à ces amabilités. Désormais, le temps presse. Le 7 février, le président élu doit être investi coûte que coûte. En tout cas, c'est l'allure de plus en plus brutale, chaotique que semble, ou semblait ces derniers jours prendre les événements, y compris via les communiqués des secteurs en question qui condamnent les manifestations de rue comme des, nous citons, menaces contre les vies et les biens, mais cela leur sert aussi comme moyen de parvenir à un autre but, celui de pousser tout simplement au dehors ceux-là même qui continuent à demander la vérification des procès-verbaux. Bref, de nettoyer totalement la place pour la proclamation au premier tour de la victoire du candidat du PHTK. Et d'abord, dans l'intérêt de qui? De la communauté internationale? De leurs intérêts propres, mais non encore suffisamment avouables? De la même façon que s'il n'y avait plus d'exigence de vérification, ni plus de contestation, eh bien, les manifestations n'auraient plus leur raison d'être. Déjà, à les interdire, de là, il n'y aurait qu'un pas, et un pas qui ne saurait peut-être pas attendre très longtemps pour arriver. Bref, la droite conservatrice, comme on dit dans le monde, au sens chez nous de statu quo, c'est-à-dire ce que rien ne doit jamais changer, relève la tête. Cette tentation idéologique n'est cependant pas l'apanage apparemment d'un seul camp. En effet, quelle mouche a piqué le candidat de Petite Dessalines, l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles, qui se prétend le seul candidat de gauche dans la course électorale, pour annoncer que sa prochaine manifestation, il l'organisera devant l'ambassade des États-Unis à Tabar, banlieue de la capitale. Piqué à vif, la mission américaine en Haïti révoque le visa d'entrée aux États-Unis du candidat. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu dans son dernier message à l'occasion d'une soirée organisée à point nommé par la Chambre de commerce haïtiano-américaine à Amcham. L'ambassadeur américain, Peter Mulrin, a montré les couleurs. D'un côté, appelant à activer le processus, et de l'autre, dénonçant lui aussi les manifestations considérées comme le plus aggravant facteur de désordre et de violence. Vous me direz, vieil argument des pouvoirs en place. Oui, mais à l'exception d'un président provisoire Jocelyn Privert,
parce que voici celui-ci qui semble au contraire dérouter tous les pronostics en annonçant son départ du palais le 7 février prochain, coûte que coûte, estimant que sa mission est accomplie par la tenue des élections du 20 novembre 2016, qui ont été saluées comme irréprochables par tous les observateurs nationaux et internationaux ou autres. De plus, à propos des manifestations, et malgré la campagne médiatique et donc aussi diplomatique qui fait rage contre leur poursuite, M. Privert maintient que la Constitution garantit le droit de manifester pourvu que ce soit sans violence ni empêchement pour les activités normales de la cité et que le gouvernement et la police nationale font bonne garde à ce sujet. Les PHTK, et plus encore leurs nouveaux alliés de fait et de circonstances, doivent grincer des dents. Privert ne marche pas dans leur plan. Ce n'est pas la conception qu'eux-mêmes ont de ce qu'on appelle la neutralité gouvernementale. Mais que pouvez-vous contre un président qui maintient envers et contre tout et tous sa décision de laisser le pouvoir dans environ un mois, 7 février 2017, alors que tant d'autres ruent dans les brancards sans pouvoir y poser le petit doigt. Sur ce, comme un Deus ex machina dans la tragédie, disons tout simplement manœuvre inattendue, voici Moïse Jean-Charles qui annonce la tenue de sa prochaine manifestation devant l'ambassade des États-Unis. Qui l'ex-sénateur essaie-t-il de provoquer? De plus, sa réaction cool à la nouvelle de la révocation de son visa par le consulat américain montre bien qu'il n'a pas agi totalement à la légère. Alors, veut-il forcer la dite communauté internationale à sortir de sa fausse neutralité pour abattre ses cartes au vu et au su de tous, c'est-à-dire prendre parti ouvertement en faveur du candidat de l'ex-président Martelly, Jovenel Moïse? Comme dit le créole, loup-garou, si c'est où, dit c'est où. En un mot, ramener la pendule exactement où elle était, hélas, en décembre dernier, avant la sortie de scène du président Martelly, avec une communauté internationale qui était ouvertement en faveur de la succession avec Jovenel Moïse. Ou encore, Moïse Jean-Charles achète-t-il son ticket pour l'avenir? Expliquons-nous. Est-ce une façon pour le candidat le plus agitateur de tous de marquer ses distances avec les deux autres, Fonmi Lavalas et La Paix, même si leurs partisans foulent ensemble chaque jour le macadam? On se souvient déjà du différend qui éclata il y a quelque temps entre les troupes de Moïse Jean-Charles, apparentées au Lavalas, et celles du chef historique de ce mouvement, l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, au sujet d'une précédente manifestation qui devait passer devant l'ambassade des États-Unis à Tabar, mais qui n'avait pas reçu l'aval d'Aristide. D'autre part, le consulat américain serait-il tombé dans le piège de Petite Dessalines en révoquant le visa de son chef, alors que c'est exactement peut-être ce que ce dernier recherchait, montrer à la majorité populaire, celle qui a boudé les élections du 20 novembre avec leur maigre taux de participation, 21%, que lui, Moïse Jean-Charles, est le seul qui soit libre et ne reçoive aucun ordre du blanc. Moïse Jean-Charles vise-t-il déjà la position de chef unique de l'opposition au cas où les résultats électoraux resteraient inchangés, en commençant par couper l'herbe sous le pied au leader historique de Fonmi Lavalas, Jean-Bertrand Aristide, ce qu'on appelle le meurtre du père. On rapporte que le turbulent candidat aurait été invité 24 heures plus tard au consulat américain et son visa rétabli. Toujours est-il qu'un nouveau tournant donc est en train d'être pris, et si cela continue avant longtemps, ce n'est pas au centre de tabulation des votes que se situera peut-être l'événement comme la semaine écoulée, mais plutôt dans les parages, qui sait, du co-groupe USA, Union européenne, Canada, ONU, OEA. Sauf que dès lors, on ne sera plus dans l'actualité électorale proprement dite, mais de retour
dans la politique la plus traditionnelle, mais aussi la plus brutale, celle où les principales forces du pays, depuis toujours, s'affrontent de part et d'autre de l'échiquier idéologique, mais idéologie qui se traduit plutôt chez nous par les mots have et have not, et au milieu, les soi-disant professionnels à ce jeu-là, nos politiciens. Eh bien, voyez le résultat. Palais.com. Bonjour. Ce matin, nous avons un article consacré au lambi et un article qui pose la question: le lambi serait-il en voie de disparition en Haïti? La pollution de la baie de Port-au-Prince, les exportations non contrôlées, la pêche des lambis trop petits, le non-contrôle de la pêche côtière entraînent la rareté du lambi en Haïti. Pour une exploitation durable, les captures doivent être limitées à la capacité de régénération de la ressource qui tient compte du rythme de reproduction et de la vitesse de croissance de l'espèce exploitée. Eh bien, depuis plusieurs années, petit à petit, les lambis sont devenus plus rares. Ils ont même disparu dans certains endroits et on a fini par se demander: mais que faut-il faire pour conserver cette ressource? Les biologistes l'appellent Strombus gigas, c'est son nom scientifique, soit lambi en français, soit caracol rosa en espagnol, soit queen conch en anglais. Il a été très utilisé depuis que les hommes ont colonisé les îles et les pays de la région caribéenne. Les peuples amérindiens en faisaient des outils, des hameçons et aussi des œuvres d'art. Ils mangeaient sa chair, probablement grillée, sur les plages où on retrouve les restes de coquilles qui portent des traces de feu. Plus tard, au temps de l'esclavage, il leur permettait de communiquer de colline en colline pour annoncer les grands événements de la vie: naissance, mariage, mort, mais aussi les révoltes. Il annonçait l'arrivée des canaux de pêche et donnait le signal de la récolte des ignames. C'était à la fois la radio, le téléphone et un instrument de musique. Les plus belles coquilles décoraient les tombes des pêcheurs. Les autres ont été utilisées pour faire des digues et il reste encore des fours à chaud témoins de son utilisation industrielle. Le cycle de vie des lambis. Eh bien, le bébé lambi naît dans un œuf tellement petit qu'on peut en trouver au moins 10 dans une goutte d'eau. La femelle lambi peut pondre jusqu'à 400 000 œufs, et ce, 8 fois par an. Mais très peu de ces œufs deviendront adultes. Dès qu'elle a fini de pondre, la maman lambi abandonne sa ponte, camouflée dans le sable, et s'en va. Au bout de 5 jours, les œufs éclosent. Les bébés lambis vivent dans le plancton et se laissent porter par les courants marins pendant 3 semaines à 1 mois. Après 3 semaines passées dans le plancton, le bébé lambi mesure à peu près 1 mm. Il devient lourd à cause de sa coquille qui a grandi et il descend se poser sur le fond de la mer. Après plusieurs métamorphoses, il s'enfonce dans le sable. Il ne pourra plus jamais nager. Il se cache pendant 1 an. Il sort quand même la nuit pour manger les algues minuscules et des bactéries collées à la surface des feuilles de l'herbier. Tout en grossissant, il ressemble de plus en plus à un adulte en miniature, mis à part le pavillon de la coquille qui n'appartient qu'aux adultes. Au bout de 3 ans et demi, 4 ans, il atteint sa taille adulte. Eh bien, une fois adulte, la femelle développe son appareil génital qui se termine par un sillon qui court le long du côté droit du pied et qui lui permet de pondre ses œufs. Le mâle, quant à lui, a un grand pénis noir placé à droite, en arrière de la tête et au-dessus du pied. Pour s'accoupler, les lambis se mettent l'un à côté de l'autre jusqu'à ce que leurs coquilles se touchent. Le mâle se met derrière la femelle
Le pénis du mâle s'allonge sous le manteau de la femelle pour déposer le sperme et ainsi féconder les œufs. De manière générale, la langouste, le lambi et l'oursin vivent dans le corail ou dans les herbiers et se nourrissent de corail mort, de petits poissons morts et d'algues. Ces animaux participent donc à l'équilibre des récifs coralliens. Les espèces marines sont surtout victimes de l'irresponsabilité de l'homme. En effet, la pêche de ces espèces est très réglementée afin de permettre aux espèces de se renouveler. Il est toutefois important de se rappeler que la pêche avec des bouteilles ou dans les réserves naturelles est interdite pour toutes les espèces, et ce, aussi bien pour le professionnel que pour le particulier. Ailleurs, la réglementation, il est également interdit de prélever un lambi dont la coquille n'a pas formé un large pavillon qui caractérise les adultes. De plus, le mollusque doit peser 250 grammes de chair retirée de sa coquille. À noter que le lambi bénéficie d'une réglementation internationale valable dans toute la Caraïbe continentale et insulaire, c'est-à-dire à Sainte-Lucie, en Martinique, à la Jamaïque, au Costa Rica, pourquoi pas Haïti, avec des réglementations variant d'un pays à l'autre. Chez nous, en Haïti, aujourd'hui, la chair du lambi fait partie de la cuisine traditionnelle, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays de la Caraïbe. Sa coquille, recouverte à l'intérieur de nappes roses, est vendue aux touristes comme souvenir. Il retrouve sa place comme instrument de musique et participe aux fêtes traditionnelles, comme par exemple le carnaval. Il faut protéger les lambis dans des réserves naturelles où ils existent encore. Ces réserves peuvent être de différentes sortes. Réserves de biosphère, réserves régionales, des parcs marins dans lesquels tous les animaux et toutes les plantes sont protégés. On ne doit rien récolter, rien pêcher. Ce sont des sanctuaires de reproduction. Mener une grande campagne d'éducation, en particulier pour expliquer aux enfants comment vivent les lambis, quels sont leurs problèmes et l'importance d'établir une protection pour le lambi, comme il est important de l'établir d'ailleurs pour les tortues et pour toutes les espèces que la surexploitation met en danger en Haïti. Et c'est un article qui est tiré de vivreauvert.org. J'écoute Mélodie FM. Vous pouvez dorénavant recevoir sur le net votre abonnement du journal Haïti en marche. Pour information, contactez à Miami Michel au 305 754 0705 ou au 786 457 88 30 ou Bernard au 305 401 22 46 ou sonnez à Port-au-Prince le 34 52 04 28 34 54 01 26. Haïti en marche. Palais.com